Pourquoi certaines relations nous aspirent-elles jusqu'à l'os, comme si elles parlaient à quelque chose d'invisible en nous? Pourquoi un empathique, aussi doux et généreux soit-il, se retrouve-t-il si souvent lié à une personnalité narcissique, jusqu'à en perdre son centre, son énergie, son identité? Carl Jung disait que rien ne nous arrive par hasard, surtout pas nos relations les plus douloureuses. Et si cette rencontre entre l'empathique et le narcissique était en réalité un appel de l'âme, une mise en scène inconsciente pour nous révéler ce que nous refusons de voir en nous-mêmes? Aujourd'hui, nous allons explorer ce lien mystérieux à travers le prisme de l'inconscient, des archétypes et de la transformation intérieure. Car quelque chose change radicalement quand le narcissique comprend que l'empathique a appris sa langue. Ce n'est pas un simple hasard. Quand un empathique rencontre un narcissique, ce n'est pas une coïncidence malheureuse. C'est une scène archétypique, tissée dans les profondeurs de l'inconscient collectif. Comme si deux figures ancestrales rejouaient un vieux mythe, le miroir brisé face au miroir vivant. L'empathique, par sa nature réceptive, ressent tout. Il devine les besoins, absorbe les douleurs, capte les non-dits. Il est le miroir qui reflète, qui comprend, qui enveloppe. Il se pense parfois fort, parfois fragile, mais il est surtout ouvert. Le narcissique, lui, est un miroir inversé. Ce qu'il reflète, ce n'est pas l'autre, mais une image déformée de lui-même. Il cherche l'admiration, la validation, la lumière extérieure pour masquer un vide intérieur abyssal. Il porte une armure dorée, souvent brillante mais creuse, et dans cette dynamique invisible, l'attirance est magnétique. L'empathique reconnaît sans le savoir la blessure du narcissique. Et le narcissique sent intuitivement qu'il peut puiser dans l'énergie de l'empathique, comme un puits sans fond. Ce n'est pas de l'amour au sens romantique, c'est une activation mutuelle des archétypes de la blessure et du sauveur, du masque et de la vérité. Mais au fond, c'est un appel à la conscience. C'est ce moment-là que tout commence et que tout peut basculer. Le narcissique ne parle pas avec des mots, ou du moins, ce ne sont pas les mots qui portent l'essentiel de son message. Sa véritable langue est invisible. Elle est faite de silences lourds, de regards qui sondent, de gestes subtilement contrôlés. Elle est codée dans l'énergie qu'il dégage, une énergie qui attire, déstabilise, séduit ou glace, souvent tout à la fois. Et l'empathique, sans même s'en rendre compte, commence à traduire cette langue. Il capte les nuances derrière les phrases. Il ressent la tension derrière le sourire. Il devine la blessure derrière la grandeur affichée. Ce n'est pas une compréhension intellectuelle, c'est un savoir viscéral, un décodage intuitif, presque chamanique, de ce que l'autre ne peut pas ou ne veut pas dire. Le narcissique, souvent blessé dans son enfance par une absence de reconnaissance authentique, a appris à manipuler son environnement pour survivre émotionnellement. Il ne communique pas pour créer du lien, mais pour conserver le contrôle. Et pourtant, l'empathique l'entend. Il entend les cris silencieux. Il ressent les fissures dans l'armure. Il voit ce que d'autres ne voient pas. Et c'est précisément cela qui le rend si précieux, mais aussi si vulnérable. Car en comprenant cette langue cachée, il entre dans un territoire sacré, mais dangereux. Un lieu où la clarté peut l'élever ou le consumer. Tout commence par un frisson intérieur. Quelque chose ne colle plus. L'empathique, jusque-là en mode sauveur, commence à percevoir des motifs, des répétitions, des échos, comme si une logique invisible gouvernait les gestes du narcissique. Ses absences, ses reproches, ses silences calculés, mais surtout, il sent dans son propre corps ce que les mots n'expriment pas. Un malaise physique surgit après certaines conversations. Des rêves étranges le réveillent la nuit. Images symboliques, scènes d'abandon, visages masqués. L'inconscient de l'empathique commence à parler, et il écoute. Ce n'est plus une relation normale qu'il traverse. C'est un miroir initiatique, une sorte de théâtre psychique où chaque interaction réveille quelque chose de plus ancien, de plus profond en lui. Il commence à voir le masque, les mécanismes de manipulation, la fragilité derrière l'arrogance, mais surtout, à voir sa propre place dans cette dynamique. Et là, une conscience nouvelle émerge. Il n'est pas juste une victime compatissante, il est aussi acteur d'un scénario inconscient qu'il n'avait jamais questionné. Ce moment, subtil mais radical, marque le début de la transformation. L'empathique n'est plus seulement en train de ressentir, il commence à comprendre.
et cette lucidité change tout. Un jour, l'empathique ne voit plus seulement le personnage, il voit l'enfant derrière le personnage. Cette image peut surgir brutalement, ou s'imposer lentement, comme une révélation douloureuse. Le narcissique, si dur, si sûr de lui, si froid parfois, est en réalité une âme blessée qui a appris à se cacher derrière une armure de grandeur. Car cette grandeur n'est pas réelle, c'est une protection. Le narcissique s'est construit un masque flamboyant pour éviter le gouffre d'une douleur archaïque, le manque d'amour authentique, l'humiliation, l'abandon ou l'indifférence. Il a remplacé le vrai contact par le contrôle, la vulnérabilité par la maîtrise, l'émotion par la stratégie. Et l'empathique le voit maintenant. Il voit les micro-moments où le masque glisse, un regard fuyant, un tremblement dans la voix, une peur mal dissimulée lorsque l'intimité devient trop réelle. Il ne s'agit pas ici de le justifier, mais de le reconnaître, car c'est à cet instant que le pouvoir de l'empathique devient double. Il peut aimer avec clarté, mais il peut aussi être tenté de guérir l'autre, au détriment de lui-même. La conscience de la blessure ne suffit pas, elle doit s'accompagner d'un retour à soi. Sinon, le masque du narcissique finit par devenir une prison pour l'empathique, qui s'y enferme en pensant qu'il sauve l'autre. À mesure que l'empathique comprend la mécanique de la relation, il sent en lui une force nouvelle, la capacité de voir clair, de ne plus se laisser aspirer, de lire entre les lignes. Mais avec ce pouvoir vient un vertige, un glissement subtil, car celui qui comprend la blessure de l'autre détient aussi le pouvoir d'y appuyer, et là, l'équilibre devient dangereux. L'empathique peut se surprendre à répondre par le silence, non plus pour se protéger, mais pour provoquer. Il peut utiliser sa lucidité comme une arme voilée, ignorer, retourner les mécanismes, manipuler l'émotionnel, comme un ancien prisonnier qui découvre qu'il peut devenir geôlier à son tour. C'est une tentation. La tentation de devenir celui qui contrôle, qui déstabilise, qui prend le dessus, pas par cruauté, mais par réaction, par fatigue, par désillusion. Et pourtant, ce n'est pas là que réside la vraie transformation, car l'empathique, en tombant dans ce piège, perd ce qui fait sa richesse. Sa présence consciente, sa capacité à rester centré, sa connexion à l'authenticité. Ce chapitre de la relation, souvent silencieux, souvent honteux, est un moment de vérité. Vais-je devenir ce que j'ai subi? Ou vais-je transcender ce cycle? C'est là que commence une autre forme de courage, non plus celui de comprendre l'autre, mais de ne pas s'y perdre. Jusqu'ici, toute l'attention était tournée vers l'autre. Comprendre le narcissique, décoder ses blessures, voir à travers le masque. Mais un tournant profond s'amorce. L'empathique commence à se regarder lui-même, et ce qu'il découvre n'est pas toujours confortable. Pourquoi suis-je resté si longtemps? Pourquoi ai-je autant donné sans poser de limites? Pourquoi ai-je cru que mon amour pouvait réparer ce qui ne m'appartient pas? Alors, il plonge, non plus dans l'analyse de l'autre, mais dans la sienne. Il découvre souvent avec émotion que sa propre générosité n'est pas toujours pure, qu'elle peut venir d'une peur ancienne, la peur d'être rejeté, abandonné, de ne pas être assez s'il ne donne pas. Il réalise que son besoin d'harmonie cache parfois un évitement du conflit, que son instinct de sauveur peut être une stratégie inconsciente pour mériter l'amour, et que son silence, si noble en apparence, est parfois une manière de ne pas déranger. Ce miroir intérieur est bouleversant, mais il est aussi libérateur, car il brise l'illusion d'un bon face à un mauvais, et il révèle quelque chose de plus vrai, de plus humain. Deux êtres blessés, chacun à sa façon, rejouant un drame ancien. À partir de là, l'empathique peut commencer à poser des limites, non par rejet, mais par respect de soi. Il ne cherche plus à être compris à tout prix. Il ne mendie plus l'amour. Il choisit de se voir, enfin, avec honnêteté. Et ce regard change tout. À ce stade, une vérité troublante émerge. Le narcissique n'est pas seulement un partenaire difficile. Il est devenu un symbole, un archétype, un messager. Et ce qu'il vient révéler à l'empathique, ce n'est pas l'enfer d'une relation toxique. C'est l'ombre que l'empathique porte en lui-même, et qu'il a toujours tenté de fuir. Carl Jung appelait l'ombre cette partie de nous que nous refusons de voir. Nos colères enfouies, notre envie de contrôle, notre honte secrète, notre besoin de reconnaissance mal assumé. Et le narcissique, avec son intensité, ses manipulations, ses silences, devient un miroir noir. Il met en lumière ce que l'empathique voulait ignorer,
Ce n'est pas confortable, mais c'est essentiel. Car sans cette confrontation, il n'y a pas de transformation réelle. L'empathique peut changer de partenaire, de ville, de vie, mais il rejouera toujours le même scénario inconscient. Le narcissique, dans ce sens, est un messager sacré, pas un maître à aimer, pas un bourreau à haïr, mais un catalyseur qui oblige l'empathique à devenir entier, à reconnaître ses propres manipulations douces, à assumer sa peur de l'abandon, à intégrer ses besoins profonds sans honte ni suradaptation. Ce chapitre est le plus dur et le plus fécond, car en accueillant son ombre, l'empathique ne devient pas sombre, il devient vrai. Et c'est cette vérité qui ouvre la porte de la liberté intérieure. Il y a un moment étrange, presque suspendu, dans certaines de ces relations. Un instant où les deux protagonistes, l'empathique et le narcissique, se voient réellement. Sans masque, sans rôle. Juste deux êtres humains, vulnérables, fatigués, liés par une histoire plus profonde que les mots. Ce moment ne dure pas toujours, parfois il ne revient jamais. Mais quand il se produit, il laisse une trace indélébile. L'empathique regarde le narcissique et ne voit plus un monstre, ni un enfant blessé à sauver. Il voit l'autre dans toute sa complexité. Et surtout, il sent qu'il n'est plus hypnotisé. Il ne cherche plus à le réparer, ni à le fuir. De son côté, le narcissique perçoit, souvent avec stupeur, que quelque chose a changé. L'empathique n'est plus dans l'attente, il n'est plus dans la peur. Il est présent, mais libre. Et cela crée un vertige, car jusqu'ici, toute la relation fonctionnait sur un contrat inconscient. L'un donne sans limite, l'autre prend sans fin. Mais quand l'un des deux s'éveille, l'équilibre bascule. Ce moment de reconnaissance mutuelle peut générer deux choses, un rapprochement fragile mais sincère, ou un éloignement brutal, car la relation ne peut plus se maintenir sur les anciens codes. Le narcissique, confronté à cette nouvelle présence, peut ressentir à la fois une fascination et une panique. Il sent que le jeu lui échappe, et dans cette oscillation, entre attirance et rejet, se révèle le dernier acte du lien. C'est là que l'empathique doit rester centré, ne pas retomber dans l'ancien rôle, mais accueillir cette reconnaissance comme un passage, ni un triomphe, ni un drame, mais une étape vers la vérité. Ce que l'empathique traverse à ce stade n'est plus une simple dynamique relationnelle. C'est une initiation intérieure. Après avoir vu l'ombre de l'autre, puis la sienne, il entre dans une nouvelle phase, celle où les opposés en lui cherchent à s'unir plutôt qu'à s'annuler. Il rêve, parfois intensément, des rêves chargés de symboles, double visage, miroir brisé, eau trouble, mais aussi naissance, lumière, réconciliation. Ces images ne sont pas anodines, elles sont la langue de l'inconscient, qui guide une transformation silencieuse mais puissante, celle de l'individuation, selon Jung. L'empathique découvre qu'il n'a pas à choisir entre lumière et ombre, entre douceur et force, entre intuition et clarté. Il comprend qu'il peut habiter les deux. Ce processus est lent, profond, déroutant parfois. Il passe par des crises, des pertes de repères, des retraits du monde, mais il libère. Car il ne s'agit plus de se définir en fonction de l'autre. Il ne s'agit plus de ne pas devenir narcissique ou de rester gentil. Il s'agit de devenir entier. L'empathique apprend à dire non, sans culpabilité, à aimer, sans se sacrifier, à ressentir, sans se dissoudre. Dans cette union des opposés, il trouve un nouvel espace intérieur, un lieu de calme lucide, d'ancrage profond, où la présence à soi devient non négociable. Et curieusement, c'est en devenant lui-même qu'il cesse d'attirer les jeux de domination. Car ce n'est plus un gentil qui cherche à guérir un blessé. C'est un être conscient qui n'a plus besoin de rejouer les anciens rôles. À ce stade de l'évolution intérieure, quelque chose de radical change. L'empathique n'argumente plus. Il n'explique plus. Il ne justifie plus son ressenti. Il ne cherche plus à être compris. Il se tait. Mais ce silence n'est pas un retrait. Ce n'est pas une punition. C'est un langage sacré, une déclaration d'indépendance. Et ce silence est insupportable pour le narcissique. Car tant que l'empathique parlait, justifiait, s'excusait ou débattait, le jeu pouvait continuer. Le narcissique trouvait là un terrain connu, le pouvoir, les réponses, la confusion. Mais face à un silence habité, un silence lucide, un silence ancré dans la conscience, le contrôle s'effondre.
Le silence devient un miroir où le narcissique est confronté à lui-même, sans échappatoire, sans écho pour détourner l'attention. Ce silence contient tout, le refus de rejouer la scène, la reconnaissance de sa propre valeur, la fin du contrat inconscient. Et surtout, il contient une paix que le narcissique ne connaît pas, une paix qui n'a pas besoin de s'imposer, une paix qui dit « Je ne suis plus là pour réparer ce qui ne m'appartient pas ». Pour l'empathique, ce silence est une renaissance. Il ne fuit plus, il n'attaque pas. Il pose une frontière invisible mais puissante, celle de son intégrité retrouvée. Et dans ce silence, une chose nouvelle se dessine. Le respect de soi non plus comme une posture, mais comme une évidence intérieure. Connaître l'autre en profondeur donne un pouvoir subtil, invisible, mais réel. Et ce pouvoir, l'empathique le sent maintenant en lui. Il a traversé les illusions, compris les jeux, vu la blessure derrière le masque. Il pourrait, s'il le voulait, manipuler à son tour, non pas par méchanceté, mais par capacité. Car celui qui voit l'inconscient de l'autre peut aisément y appuyer. C'est ici que naît l'ombre du mage. Carl Jung parlait du mage noir, celui qui, ayant touché la connaissance de l'âme, choisit de l'utiliser pour dominer, séduire ou se venger. Et l'empathique, devenu lucide, se retrouve face à cette tentation, utiliser ce qu'il sait ou rester fidèle à ce qu'il est. Ce moment est silencieux, personne ne le voit, mais c'est un choix déterminant. La tentation est grande, répondre à l'arrogance par l'indifférence, à la manipulation par le contrôle, à l'abandon par le mépris. Montrer que cette fois, c'est lui qui tient les cartes. Mais ce jeu-là est empoisonné, car il éloigne de la guérison. Il perpétue le cycle, et surtout, il trahit la nature profonde de l'empathique, la vérité intérieure. La véritable maîtrise ne consiste pas à retourner les armes de l'autre contre lui. Elle consiste à ne plus jouer le jeu du tout, à rester centré, clair, présent, sans glisser dans la revanche masquée. Celui qui a traversé l'ombre devient sage. Et cette sagesse, c'est de renoncer au pouvoir sur l'autre pour incarner le pouvoir sur soi. C'est là, dans cette retenue silencieuse, que réside la vraie magie, celle qui libère au lieu de dominer. Tout jeu de pouvoir repose sur une chose simple, la réaction. Tant que l'un réagit, avec peur, colère, espoir ou tristesse, l'autre peut tirer les ficelles. Mais un jour, dans le silence profond de sa propre clarté, l'empathique ne réagit plus. Il n'explose pas. Il ne supplie pas. Il ne cherche plus à convaincre. Il voit, simplement. Et cette vision calme brise l'illusion. Le narcissique, habitué à provoquer pour créer du lien, même conflictuel, se retrouve face à un vide qu'il ne peut plus remplir. Ses stratégies habituelles tombent à plat. La culpabilisation n'atteint plus. Le charme n'envoûte plus. L'indifférence ne blesse plus. Car ce n'est pas que l'empathique s'est endurci, c'est qu'il s'est recentré. Le fil invisible qui les liait, ce contrat inconscient où chacun jouait un rôle, se dissout. Non par rupture violente, mais par absence d'adhésion. L'empathique ne joue plus, il ne nie rien, ne dramatise rien, mais il s'éloigne intérieurement. Et ce retrait, paradoxalement, n'est pas un éloignement. C'est un retour à soi, un retour au centre. La fin du jeu n'est pas une guerre gagnée. C'est un rideau qui tombe sur une pièce de théâtre. L'acteur quitte la scène. Il comprend qu'il n'a plus besoin d'applaudir ni de se battre pour un rôle. Il n'y a plus rien à prouver, plus rien à réparer. Seulement à vivre à partir de ce nouvel espace intérieur où l'amour de soi devient fondation. Il serait facile de regarder en arrière et de ne voir que les blessures, les nuits d'insomnie, les remises en question, les douleurs muettes. Mais quelque chose d'inattendu apparaît lorsque le cœur s'apaise. Il y avait un cadeau caché. Pas un cadeau agréable, pas un cadeau que l'on souhaiterait revivre, mais un cadeau d'éveil. La relation avec le narcissique, aussi éprouvante fut-elle, a agi comme un miroir alchimique. Elle a forcé l'empathique à plonger dans ses profondeurs, à affronter ses illusions, à purifier ses blessures d'attachement, et surtout, à découvrir une force qu'il ignorait posséder. Ce qu'il croyait être de la fragilité, sa sensibilité, son besoin d'amour, sa générosité, s'est révélé être une puissance. Pas une puissance de domination, mais une puissance d'ancrage. Une puissance douce, silencieuse, indestructible.
La douleur n'a pas été vaine. Elle a semé des graines. Et ces graines deviennent maintenant discernement, intuition affinée, capacité à poser des limites sans se fermer à l'amour. Même si le narcissique ne change pas, même s'il reste enfermé dans ses schémas, la graine a germé chez l'empathique. Il porte désormais une clarté qu'il n'avait pas avant. Une conscience plus vaste, un regard plus profond sur lui-même, sur les autres, sur la vie. Le cadeau n'est pas l'autre. Le cadeau, c'est ce qu'il est devenu à travers cette épreuve, et cette transformation ne peut plus lui être enlevée. Il arrive un moment où le narcissique cesse d'occuper l'espace intérieur, pas parce qu'on l'a rejeté avec haine, pas parce qu'on a gagné un combat, mais parce qu'il n'a plus de prise. L'empathique, désormais enraciné en lui-même, ne tourne plus autour de l'autre. Il ne cherche plus à comprendre, à décoder, à sauver, ni même à fuir. Il habite sa vie, présent, serein, authentique. Et dans ce nouvel état d'être, le narcissique devient une figure périphérique. Il peut encore parler, séduire, provoquer, mais l'écho a disparu, car ce n'est pas à l'autre qu'on a dit non, c'est à l'ancien soi, à celui qui mendiait l'amour, qui se perdait dans le regard de l'autre, qui confondait attention et reconnaissance. La liberté intérieure n'est pas spectaculaire, elle est silencieuse, stable, simple. Elle se manifeste dans des choix clairs, des relations saines, un respect de soi non négociable. Elle donne naissance à une nouvelle posture, celle de l'adulte centré, qui n'a plus besoin d'être aimé pour exister, qui peut aimer sans s'oublier. Et là, tout change. Les relations deviennent des espaces de réciprocité, non de survie. Les silences sont paisibles, non menaçants. La solitude devient une maison, non un désert. Ce n'est pas la fin d'un amour, c'est le début d'un alignement profond avec soi-même. Et dans cet espace, le passé perd son pouvoir, le présent devient clair, et l'avenir ouvert. Au bout du chemin, quand tout a été vu, ressenti, traversé, quelque chose de sacré demeure, une conscience nouvelle de soi. La relation avec le narcissique, aussi complexe et douloureuse fut-elle, n'était pas un échec sentimental. C'était une initiation, une épreuve profonde, destinée non pas à punir ou à briser, mais à révéler, à forcer une descente en soi que l'on n'aurait peut-être jamais osé autrement. Carl Jung appelait cela le processus d'individuation, le moment où l'on cesse d'être façonné par les attentes extérieures, les blessures du passé ou les rôles inconscients, pour devenir un être entier, ancré dans sa vérité. L'empathique, en passant par la confrontation avec le narcissique, a rencontré tous ses extrêmes, sa lumière et son ombre, son besoin d'amour et sa peur d'en manquer, sa capacité d'aimer et son devoir de se protéger. Et de ce chaos, il a émergé transformé. Il ne vit plus en réaction. Il ne cherche plus à combler des vides. Il crée sa propre langue, sa propre voix, son propre rythme. Le narcissique, dans cette perspective, n'était pas un hasard cruel. Il était un maître déguisé, un activateur, un révélateur. Mais ce maître ne le guide plus désormais. C'est fini. L'empathique a repris la plume. Il écrit sa propre histoire. Non plus en miroir de l'autre, mais en fidélité à lui-même. Et cela, ce retour à soi conscient, libre et paisible, est la véritable victoire. Non contre l'autre, mais avec soi.